Donc, je suis Clément Larrivé, je fais partie du bureau d'assistance nationale eTwinning et je m'occupe cette année des formations en ligne comme celle que vous allez voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque c'est un autre membre du bureau d'assistance nationale, Sylvain Perc, qui va intervenir donc pour vous parler des labels de qualité liés au projet eTwinning. Donc, labels nationaux, labels européens, voilà, vous allez tout savoir sur ces labels. Je vais lui laisser la parole désormais et n'hésitez pas donc pendant la formation à poser vos questions dans le chat. Et puis de cette manière, on y répondra au cours de la formation. Et puis en fin de formation, évidemment, il y aura aussi un temps de questions-réponses. Voilà, je redonne la parole à Sylvain. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais être intervenant dans cette formation sur les labels de qualité. Donc il s'agit principalement des labels de qualité nationale. Je vais quand même parler très brièvement des autres types de labels, mais elle sera vraiment centrée sur quels sont les critères qui correspondent à un label de qualité nationale. Je suis Sylvain Perc du Bureau national e-twinning et j'ai en charge l'organisation des labels de qualité. Je ne fais pas ça seul. Il y a avec moi une trentaine d'évaluateurs qui regardent les projets et qui donnent un avis sur. Très bien, au sommaire d'aujourd'hui, je vais dans un premier temps parler plus des fondamentaux, c'est-à-dire en fait les critères qui sont vraiment euh, indispensables pour l'obtention d'un label de qualité. Donc ça, ce sera l'objet de ma première partie, qui peut tout à fait convenir à des étudiants qui ne sont pas aguerris et qui veulent savoir comment avoir un label de qualité, enfin, aller un petit peu plus loin effectivement que la seule réalisation d'un projet et postuler pour le label. Ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail sur les différents critères de la grille d'évaluation. Alors là, je préfère vous avertir qu'on est sur une formation qui n'est pas une formation de débutant et que ça peut faire un petit peu peur de voir tous ces critères. Et je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de faire en sorte d'être excellent sur tous les critères pour avoir un label de qualité. Mais c'est aussi une formation pour aller plus loin. Donc, est-ce que vous avez déjà fait des projets? Est-ce que vous avez déjà déposé des labels de qualité? Et si vous êtes effectivement, vous avez déjà déposé des labels de qualité, peut-être vous voulez voir une vue un peu plus aboutie des critères d'évaluation, et c'est vraiment la partie 2 qui vous les donnera. Ensuite, très brièvement, on pourra parler du dispositif d'évaluation qui est instauré en France. Dans chaque pays, ça peut être un petit peu différent, mais comment est-ce qu'on organise un petit peu tout ça en France? Alors, je rajoute une petite chose, c'est que là, la grille d'évaluation, elle a évolué. Elle n'est pas complètement différente de celle qui existait jusqu'alors, mais elle a évolué et elle a précise un certain nombre de critères qui étaient déjà existants, mais donc on a des sous-critères qui effectivement sont ajoutés par rapport à ce qui existait auparavant. Donc, allons-y pour cette première partie en simplement vous donnant les différents labels, en vous informant sur les différents labels qui existent. Donc là, on est bien sur une formation sur les labels de qualité nationaux. Euh, une fois que votre projet est terminé, vous pouvez effectivement en faire la demande depuis Tuning. Donc vous faites la demande d'un label de qualité national le bureau national va examiner le projet et vous attribuer ou non un label de qualité. Le label de qualité national vous permet éventuellement, si vous le souhaitez,
de postuler à un prix e-twinning national, le concours national e-twinning. Ensuite, il y a une labellisation européenne. Pour une labellisation européenne, il y a une condition d'éligibilité, c'est qu'il y ait deux partenaires dans le projet de deux pays différents qui aient obtenu un label de qualité nationale. Ça, c'est une condition d'éligibilité. Le label à ce niveau ne vous est pas encore attribué, le label européen, parce qu'effectivement, ensuite, chaque bureau national va, en fonction des quotas qui seront donnés par le bureau européen, va choisir ses meilleurs projets et attribuer le label de qualité européen. En tout cas, c'est comme cela que cela fonctionne jusqu'alors. Un label de qualité européen permet de pouvoir postuler à un prix européen, le prix e-twinning européen, donc le concours européen e-twinning. Enfin, il existe un autre label, le label eTwinning School. Le label eTwinning School récompense une dynamique d'établissement et là, les critères sont beaucoup plus élaborés. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait plusieurs e-twinners dans l'établissement scolaire, donc qu'ils soient actifs dans eTwinning, pour pouvoir obtenir un label eTwinning School. Pourquoi demander un label de qualité nationale? Déjà, quand vous faites un projet, vous faites avec une démarche de projet. Et la démarche de projet e-twinning, comme toute démarche de projet d'ailleurs, elle aboutit sur le fait de faire une évaluation. Donc, il y a une évaluation que vous pouvez faire de votre projet de votre côté, bien sûr, mais ça peut être une suite logique de dire je fais évaluer par des évaluateurs externes le travail qui a été effectué. Et les évaluateurs externes ont un rôle effectivement de vous attribuer ou pas un label de qualité, mais également de vous donner un commentaire et dans ce commentaire de décrire ce qui a été plutôt bien fait et ce qui aussi nécessite peut-être des améliorations pour vos futurs projets. Donc ce sont bien des conseils qui sont donnés, que le label de qualité soit attribué ou non, ce sont effectivement, il y a un commentaire avec des pistes d'amélioration pour vos futurs projets. Pourquoi demander? On a aussi l'obtention d'une reconnaissance. C'est une reconnaissance pour l'enseignant, comme quoi il obéit à un certain nombre de critères qui sont des critères minimums qui proviennent de la grille et c'est tout l'objet de cette formation aujourd'hui de vous expliciter un peu mieux ces critères. On peut aussi réaliser dans son établissement, une fois qu'on a eu un label de qualité nationale, une remise de label pour les élèves. Ça, c'est intéressant parce que cela peut motiver beaucoup les élèves. Ce sont les témoignages que l'on récolte, en tout cas, de la part des e-twinners, comme quoi les élèves sont fiers d'avoir reçu un prix pour un projet dont ils ont participé, qui est reconnu au niveau national. Donc, c'est toujours une source de fierté et ça marche très 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 bien aussi sur la motivation des élèves. On peut rendre aussi des pages du TwinSpace publiques et par cela, c'est aussi un partage de pratiques. Alors pour nous aussi, ça a un intérêt le fait d'avoir que vous postuliez un label de qualité, tout simplement parce qu'on ne voit pas l'ensemble des projets qui sont réalisés. Il y a environ, on va dire, pour arrondir, 3000 projets qui sont ouverts chaque année. On est à 2950, quelque chose comme ça. Donc, on ne va pas voir de toute façon tous ces projets-là. Et donc, le fait de demander un label de qualité, c'est nous faire connaître votre projet. Et donc, ça peut repérer aussi, ça peut être un repérage des projets pour exemple de projet, par exemple, si on trouve qu'il est intéressant et qu'on nous demande des projets sur tel ou tel sujet, on peut tout à fait, si votre TwinSpace est public, bien sûr, donner le lien vers les pages publiques de votre TwinSpace comme exemple de projet. De notre côté, on accompagne aussi la valorisation de votre label
quand vous obtenez un label, donc là c'est au niveau français bien sûr, hein, c'est quelque chose que l'on fait en France. Euh, quand on nous envoie, enfin, quand vous avez un label de qualité, on vous demande de nous envoyer les coordonnées de votre chef d'établissement et d'un inspecteur, et on leur envoie un message pour les informer de votre label. Et chaque année, on constitue une liste des différents labels par académie. Et là encore, il y a une diffusion qui est faite au niveau des correspondants académiques et on envoie une lettre à chaque recteur de votre académie pour diffuser cette information, pour valoriser votre travail. Quand demander un label de qualité? Alors là, on arrive déjà sur le cœur du sujet, puisqu'il s'agit des prérequis. Déjà, il est indispensable, quand on demande un label de qualité, que le projet soit terminé, ou vraiment à la toute fin, on va dire. On ne peut évaluer que ce qui est présent dans le projet et pas ce que vous allez faire. On a quelquefois des projets qui sont juste ouverts, on nous demande un label de qualité, forcément vous ne l'avez pas. Quand on n'a pas un label de qualité pour cette raison, on peut tout à fait redemander un label de qualité quand le projet est terminé. Évidemment, ce n'est pas bloquant. Il faut dans le projet avoir contribué de façon significative. C'est-à-dire que si vous n'avez fait que une activité, si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, effectivement, vous risquez de ne pas avoir un label de qualité. Ça pose une question, la question de qu'est-ce qu'on évalue dans le label de qualité. Est-ce qu'on évalue l'enseignant qui demande? Est-ce qu'on évalue le projet? Eh bien, en fait, on évalue le projet au travers de ce que l'enseignant a fait avec ses élèves. Donc, on a un parti pris en quelque sorte pour l'évaluation du projet. Ça veut dire aussi, ça a une conséquence, c'est qu'un label de qualité est nominatif. C'est-à-dire, on attribue un label de qualité à la personne qui l'a demandé. S'il y a plusieurs personnes de votre établissement qui ont contribué au projet, nous considérons effectivement que c'est un travail commun, mais chaque personne du même établissement doit demander son propre label de qualité. Euh, Ensuite, les productions et les travaux du projet doivent être accessibles depuis les pages du TwinSpace ou un autre espace. Donc, on doit effectivement voir les travaux qui ont été effectués. Un peu plus que ça, parce que si on veut vraiment avoir un label, il faut aller un peu plus que le prérequis. Il faut voir aussi comment vous avez travaillé avec vos partenaires. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Le projet a un objectif et une planification partagée entre les enseignants partenaires. Effectivement, il faut que les enseignants participent aux mêmes objectifs, en tout cas pas forcément les mêmes objectifs didactiques, mais au niveau du projet, c'est bien sur le même projet qu'ils travaillent et avec donc une coordination entre les enseignants, bien sûr. Le projet contient un minimum de collaboration entre les élèves partenaires et ça, c'est fondamental. Un minimum de collaboration entre les élèves partenaires. Donc là, on a nous mis une petite précision, au moins utilisation et réaction aux travaux des partenaires. Parce que collaboration, c'est un mot qui signifie pas forcément la même chose pour les uns et les autres. Si j'ai une très brève définition à donner, c'est que quand on envoie quelque chose, les partenaires doivent utiliser les productions qui sont envoyées par le partenaire. Et là, on est vraiment sur une collaboration entre les différents partenaires. On y reviendra un petit peu. Et ensuite, et ça c'est récent dans la nouvelle grille, j'ai pris en compte les problèmes de copyright et d'internet responsable. Donc là, tout ça, ce sont des prérequis, c'est-à-dire que ça doit être présent dans votre projet normalement pour avoir un label, quoi, en fait. C'est vraiment les prérequis minimum.
Tous ces critères, donc vous avez un lien qui permet de reprendre ces critères-là. Donc ils sont publics hein, sur le site eTuning France. Donc vous avez le lien direct quand on vous enverra la présentation. Vous pourrez cliquer sur le lien. Alors je vois qu'il y a des choses qui se passent dans le chat, mais je ne lis pas en même temps. Il y aura des temps de questions-réponses juste après cette première partie. Deux principales raisons de la non-obtention d'un label de qualité. Ça, c'est plus par expérience par rapport à ce que me retournent les évaluateurs. Moi, je suis plutôt organisateur, on va dire, mais donc les évaluateurs me retournent des motifs de refus de label de qualité. Effectivement, les deux choses que je vois le plus souvent, c'est quand le projet n'est pas mis en forme. Effectivement, si je reprends un prérequis, il est indiqué dans les prérequis que un utilisateur extérieur doit comprendre le projet en regardant tout simplement votre TwinSpace. Et quand on arrive sur des pages qui sont vides, ou dans des pages où il y a simplement la planification de projet, on n'a pas les productions des élèves, on n'a pas en fait ce qu'on peut appeler une éditorialisation du projet. Certains bureaux nationaux parlent, en fait, on doit pouvoir lire le projet au travers des pages du TwinSpace. Donc ça, c'est une principale raison de refus de label de qualité, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que vous avez fait, sauf au travers, bien sûr, du formulaire que vous avez envoyé, mais ça n'est pas réellement suffisant. Et effectivement, dans ce type de TwinSpace que l'on peut voir, on a des documents téléchargés, mais vous pensez bien que aller voir dans les documents et les ouvrir un par un sans savoir exactement dans quel ordre ça a été fait, qu'est-ce qui a été demandé aux élèves, c'est pas raisonnable en quelque sorte pour évaluer correctement un projet. Donc, il est possible quand vous avez un refus de ce type, mais du coup ça vous demande un petit peu de travail, de mettre en forme votre projet et de redemander le label de qualité. Ça, on peut l'accepter. Ça, en revanche, c'est rédhibitoire. Le projet contient un minimum de collaboration entre les élèves. Donc, c'est vraiment un prérequis. Et c'est une raison assez souvent évoquée comme pour le refus de label de qualité. Il faut effectivement que les élèves travaillent réellement entre eux. On a, par exemple, un indicateur. Est-ce que les élèves sont connectés au TwinSpace? Si les élèves ne sont pas inscrits au TwinSpace, on ne voit pas comment ils ont communiqué à l'intérieur au moins de cet outil. Donc voilà, donc on doit avoir, de toute façon, on doit voir une collaboration entre les élèves au travers du TwinSpace. Alors, quelques petits conseils, on va dire, qui sont de base. Le TwinSpace, c'est une plateforme au service des élèves. Tel que je l'ai présenté jusqu'à présent, en tout cas au niveau du premier refus, en disant il n'y a pas de page, il faut le mettre en forme, c'est pas vraiment une bonne méthode de se dire je fais un travail avec mes élèves et après je le mets en forme. Effectivement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les élèves de faire ça dans cet ordre-là. Cette structuration, elle doit se faire pendant le projet. L'élève doit pouvoir voir un certain nombre d'éléments, doit pouvoir voir comment se construit le projet, doit pouvoir voir les activités qu'il est en train de faire. Ça, c'est pas des activités qui seront isolées, mais qui font partie du projet global. Et on peut tout à fait, voilà, donc avoir il est très conseillé de construire ces pages au fur et à mesure. Et j'ai déjà vu d'ailleurs des TwinSpace qui étaient déjà avec des pages complètement ouvertes avant d'avoir commencé, avec toutes les activités qui correspondent à différentes pages du TwinSpace. Alors si je prends une structure un peu classique, donc la présentation du projet, en fait, elle est faite déjà dans le TwinSpace quand vous avez rentré la description du projet
Sur l'accueil du TwinSpace, on peut voir cette description. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. En tout cas, ce que l'on doit retrouver, c'est une planification. Vous avez compris, c'était un prérequis. On peut imaginer que, bien sûr, vous avez fait une planification, mais il faut vraiment l'afficher dans le TwinSpace. Ensuite, vous avez les objectifs du projet. Les objectifs et les compétences travaillées par les élèves. Compétences qui peuvent être du socle commun, par exemple, des compétences disciplinaires, en fait, vous pouvez effectivement détailler, et ça, c'est le travail de l'enseignant. C'est l'enseignant lui-même qui, les enseignants du projet, les enseignants partenaires, qui doivent compléter ce type de choses. Ensuite, on a classiquement une activité de mise en relation avec les élèves partenaires. Quand on fait un projet avec des partenaires et la première chose à faire, c'est un petit peu de faire connaissance, donc de faire une sorte d'activité brise-glace dans le projet. Ensuite, on a chaque activité qui va être présente dans le TwinSpace. En une bonne pratique, une très très bonne pratique, c'est de mettre les consignes que vous donnez aux élèves directement dans le TwinSpace, les consignes partagées entre les différents élèves partenaires qui sont présents dans chaque activité. Et là, c'est vraiment le top du top, on va dire. La production finale, donc, n'est pas toujours présente, mais généralement, on conseille de faire une production finale à la fin, vers la fin du projet, on va dire. Bien sûr, une évaluation du projet, j'en parlais tout à l'heure, donc l'évaluation du projet qui doit être fait. Maintenant, il y a aussi un élément de dissémination. Alors, ça ne veut pas dire que si vous ne mettez pas d'élément de dissémination, vous n'aurez pas de label de qualité, bien sûr, mais qu'on voit de plus en plus dans les TwinSpace. Donc, classiquement, on a aussi un lien dissémination. La première dissémination, si vous avez les autorisations, bien sûr, c'est de pouvoir rendre public certaines pages. Et de toute façon, vous pouvez rendre public certaines pages. Si je prends les premières pages, planification, c'est pas un travail d'élève. Il n'y a pas de photo d'élève, il n'y a pas de son d'élève. Donc c'est un travail d'enseignant, vous pouvez le rendre public. C'est pareil pour les objectifs et les compétences travaillées par les élèves, vous pouvez le rendre public. Ensuite, autre conseil, donc utiliser le TwinSpace comme un outil pour les élèves. Alors bien sûr, en maternelle, on ne va pas inscrire ces élèves dans le TwinSpace, mais pour les niveaux déjà élémentaires et les niveaux supérieurs, on va inscrire ces élèves et ils vont travailler. C'est un outil de travail avec les élèves, avec les outils qui sont disponibles dans eTwinning. Il y a des outils de communication comme les forums de discussion. Il peut y avoir aussi de la visioconférence qui est faite, donc là c'est plus fait par les enseignants, mais il y a un outil de chat par exemple, et puis même l'accès aux différentes pages et de voir cette structure de projet aussi, c'est pour le bien aussi des élèves et éventuellement des personnes que vous pouvez extérieures que vous pouvez inviter dans le TwinSpace. Avant de terminer cette première partie, il y a un cas particulier qui sont les projets d'échange scolaire Erasmus+. Alors je parle plutôt des projets KA2 pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc je précise que les projets d'échange scolaire Erasmus+, ce sont des projets avec des mobilités d'élèves. Ce sont des projets qui sont très lourds à mettre en place, surtout pour quelqu'un qui est coordinateur de projet. En tout cas, ça demande beaucoup de travail pour les enseignants pour faire déplacer leurs élèves chez les partenaires. Sauf que quand vous déplacez les élèves, vous n'avez jamais en fait des mobilités pour l'ensemble de la classe. Donc il y a quelques élèves qui se déplacent dans un pays, puis ensuite quelques élèves qui se déplacent dans un autre pays. Donc ce qui est intéressant dans l'utilisation d'eTwinning avec Erasmus+, c'est que quand on utilise eTwinning, vous allez inscrire tous les élèves et vous allez faire des activités dans le TwinSpace entre les mobilités, en fait, pour préparer les mobilités, par exemple. On a en fait beaucoup de difficultés à évaluer ce type de projet.
Parce que, comme c'est indiqué sur la diapositive, eTwinning est un dispositif d'échange à distance. Erasmus+, les projets KA2, sont des projets de mobilité d'élèves. Donc si on ne voit dans le TwinSpace qu'un affichage de production, par exemple, qui ont été réalisés pendant les mobilités, il n'y a pas réellement de projet e-twinning. Donc il n'y a pas d'activité que l'on peut voir avec l'intervention des élèves et qui correspondent à un projet e-twinning. Et on sait très bien, souvent d'ailleurs, ce sont des projets qui sont de très très bonne qualité au niveau des productions qui ont été faites pendant les mobilités, mais on veut voir aussi, pour donner le label, il nous faut, nous, voir des projets, enfin des échanges à distance et des activités à distance, et c'est indispensable. On ne donne pas un label de qualité qui corresponde à un label de la mobilité. On donne un label de qualité e-tuning. Alors là, c'est vrai que on n'est pas complètement tous d'accord au niveau européen, mais on est effectivement, et c'est compliqué pour nous de dire, ben, vous n'avez pas de label de qualité parce qu'on n'a pas vu d'échange à distance. C'est compliqué pour nous, mais on n'accepte pas puisque c'est pas vraiment un projet e-tuning. Alors, encore une diapositive. Oui, simplement comment demander un label de qualité. Alors, depuis eTuning Live, tout simplement, on va sur l'onglet projet et puis on va remplir un formulaire qui a complété un formulaire de demande de label de qualité. Et déjà dans ce formulaire de demande, vous avez toutes les grandes entrées de la grille d'évaluation du projet. À savoir, l'innovation et la créativité pédagogique, c'est une grande entrée. On vous pose la question, bien sûr, dans le formulaire, qu'est-ce qui, dans votre projet, relève enfin, comment vous avez travaillé exactement avec vos élèves, et c'est ça qui va nous permettre, effectivement, on verra en plus en détail ce qu'il y a derrière ce critère, ce grand critère-là, dans la seconde partie, mais c'est une grande entrée, en fait, des critères de label. Le deuxième grand critère, c'est l'intégration au programme scolaire. C'est là où on est sur les compétences, éventuellement également du socle. On a une troisième entrée sur la communication, la collaboration, l'interaction entre les établissements partenaires. Je dirais plutôt surtout entre les élèves, on le verra un peu plus tard, mais entre les enseignants aussi, bien sûr. L'utilisation des outils numériques, puisque vous êtes à distance, vous allez utiliser des outils numériques, et le premier outil numérique à utiliser, à bien utiliser, c'est le TwinSpace. Les résultats impact documentation, qui font partie du cinquième critère. Alors je relativise un tout petit peu, puisque au niveau de la grille européenne, en fait, on nous indique toujours l'utilisation du TwinSpace ou d'un autre espace, mais on voit finalement assez peu d'autres espaces qui permettent de travailler réellement avec ces élèves. Avec les élèves partenaires de différents pays, hein, je veux bien dire. Vous allez remplir le formulaire, ça va vous prendre un certain temps. Soit. Malgré tout, nous, ce que l'on évalue, c'est le projet. On n'évalue pas le formulaire de candidature. Le formulaire de candidature est là pour expliciter un certain nombre de choses, mais il ne remplace pas le fait qu'il y ait les productions des élèves sur de TwinSpace et qu'il y ait en fait toutes les indications finalement dans le TwinSpace. Et moi j'ai plutôt tendance à dire que euh, finalement en fait tout ce qui a été écrit dans le formulaire de candidature doit pouvoir se retrouver dans le TwinSpace. Alors peut-être pas, oui, je suis dans un contexte particulier avec mes élèves parce que c'est pas le contexte particulier de chaque partenaire, bien sûr. Mais en fait, le contenu réel de ce que vous mettez dans votre formulaire, par exemple, même l'intégration au programme scolaire, même si on demande un peu de bien l'expliciter, il devrait se retrouver de toute façon
dans le ToonSpace. Donc à la limite, si le ToonSpace est bien fait, c'est presque du copier-coller, en fait, ou faire un petit résumé dans le formulaire de candidature s'il a été bien préparé à l'avance. Alors c'est intéressant de voir, de connaître un petit peu justement les critères qui sont demandés à l'avance. Ça permet dans un projet de pouvoir en tenir compte si vous rentrez dans ce processus de labellisation de projet. J'en suis donc à des questions. J'ai terminé là ma première grande partie, on va dire, sur les labels de qualité. Maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions avant de rentrer critère par critère au niveau de la grille d'évaluation. Et j'en profite pour voilà, vous mettre le lien, donc vous l'avez, il est cliquable, hein, vous pouvez cliquer dessus. Tous ceux qui, là vous êtes 65 participants, tous ceux qui le souhaitent en tout cas, vous n'êtes pas obligés, mais je vous incite à le faire. Vous pouvez remplir le formulaire pour que ce soit inscrit dans eTuning, comme quoi vous avez participé à cette formation. Donc, remplissez le formulaire pendant que je réponds aux questions. Alors, je vais regarder, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a effectivement quelques questions dans le chat. Il y en a une notamment qui concerne l'interaction entre élèves. Alors peut-être que Sylvain pourra compléter un petit peu. La question portait précisément sur est-ce que des échanges entre élèves via les forums sont considérés comme un travail collaboratif pour prétendre au label de qualité? Il y a plusieurs activités hein, qui peuvent être considérées dans l'attribution du label de qualité. Mais effectivement, comme l'a dit Marilyn dans le chat, le forum est un exemple d'outil de travail collaboratif, notamment pour mettre les élèves en équipe internationale. Sylvain, est-ce que tu veux compléter? Alors, je peux effectivement un petit peu compléter. Déjà, on touche sur une question, et je voulais y revenir un tout petit peu plus tard, qui est certainement la question la plus complexe dans la réalisation de projets e-tuning. Pourquoi c'est la plus complexe? Parce que on est sur une pédagogie de projet, certes, mais ce n'est pas une pédagogie de projet dans sa classe. C'est une pédagogie de projet avec des partenaires qui sont européens ou internationaux. Et quand on a des partenaires européens internationaux, on a effectivement l'intérêt, c'est qu'il y ait de la communication, de l'interaction, de la collaboration avec ces partenaires européens. Et ça demanderait, et je pense que je ferai une formation spécifiquement sur ce sujet-là, pour donner tout un tas d'exemples de ce qui relève réellement de la communication, de l'interaction, de la coopération, de la collaboration. C'est des nuances qui sont, voilà, qui existent. Il faudrait regarder dans un forum de discussion exactement ce qui est demandé pour savoir plus précisément si c'est alors donc de l'interaction, de la communication, de l'interaction certainement, puisqu'on est sur au moins de la communication où on se répond, et ensuite voir exactement, enfin c'est un premier niveau, on va dire, qui peut être considéré effectivement comme faisant partie de la communication, l'interaction, collaboration. Hein, ça fait vraiment partie de ça. Après, il faut voir exactement quels sont les échanges qui ont eu lieu et en fait, euh, là où euh, peut-être une prochaine formation sur ce sujet spécifique serait intéressante, c'est comment élaborer des activités qui soient vraiment collaboratives, c'est-à-dire à la limite comment transformer une activité qui a été faite chacun de son côté pour faire en sorte qu'elle soit réellement co-construite avec des partenaires. Donc ça, c'est vraiment une question complexe et il faudrait vraiment regarder plus ce qui a été réellement fait dans les forums de discussion, par exemple, pour pouvoir mieux déterminer à quel niveau de communication, interaction ou collaboration on se situe, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a une question, mais elle est peut-être un peu hors sujet. C'est sur
comment faire participer les autres fondateurs ou membres du projet dans les activités collaboratives, comment faire collaborer ses collègues. Alors, le premier acte de collaboration entre les enseignants, c'est la planification du projet. On peut avoir une idée de projet et on va dire, voilà, je recherche un partenaire qui a à peu près les mêmes idées de projet que moi. Et puis, comme j'ai déjà des idées, je vais proposer une planification aux partenaires. Et le projet va commencer. Est-ce que les partenaires ont participé à la planification du projet? Est-ce que vous avez co-construit les activités avec les partenaires? Parce qu'effectivement, si ce n'est pas le cas, et ça arrive, les partenaires ne vont pas forcément s'y retrouver, même s'ils ont plutôt adhéré, mais il peut y avoir des situations, ils vont voilà, peut-être abandonner finalement. Alors que si vous co-construisez en fait les activités, alors vous avez une idée de projet, le ou les partenaires adhèrent à cette idée, et puis ensuite vous faites par exemple un document partagé avec les partenaires pour donner des idées d'activités, pour mettre en place les activités. Et là, à partir du moment où les partenaires auront participé à cette co-construction d'activités, là vous êtes vraiment en collaboration avec les partenaires. Donc là, c'est la collaboration entre enseignants. Vous êtes vraiment en collaboration avec les autres enseignants. Et bon, c'est pas grave, j'anticipe un petit peu sur ce que je dirai un petit peu plus tard. Effectivement, on a même dans quelques projets que je vois au niveau européen, c'est un tableau avec, bon, ben, on est plusieurs partenaires, qui fait quoi? Et avec voilà, des tâches qui sont réparties entre les enseignants. Donc on peut voir ça dans quelques TwinSpace. Et là, vous êtes vraiment, ça vous donne plus une garantie, effectivement, que les partenaires vont collaborer. Après, si c'est de la collaboration entre élèves, donc c'est vraiment la construction de l'activité qui va faire en sorte que l'activité va être collaborative. Quand vous avez, par exemple, c'est un exemple qu'on cite toujours, une écriture collaborative où dans un groupe d'élèves va commencer une histoire, c'est envoyé au partenaire qui va continuer l'histoire. Donc l'histoire va être co-construite par les différents élèves partenaires. Donc là, vous êtes effectivement en fait, c'est pas exactement de la collaboration, c'est de la coopération, mais sur un document qui est partagé, une production qui a été réellement faite à plusieurs. Donc ça, c'est un exemple très couramment cité, euh, qui permet de voir effectivement que vous êtes réellement en collaboration. Après, vous avez aussi des activités d'interaction. Donc on n'est plus dans la collaboration, donc on est peut-être dans un niveau un peu différent. Mais quand vous envoyez quelque chose, il faut au moins qu'il y ait une réaction à ce qui a été envoyé. Alors la chose un peu vraiment basique, on fait un logo du projet, et puis les partenaires votent pour le meilleur logo, la meilleure production en fait. Là, on est vraiment sur du très très basique. Si on veut aller un petit peu plus loin, et on va utiliser des outils. Il y a des outils numériques qui permettent de le faire, comme Tricider par exemple, où on va dire pourquoi on choisit en fait ce logo plutôt qu'un autre logo. Et donc là, on va être sur quelque chose déjà d'un petit peu plus élevé. Donc voilà, mais c'est vraiment tout un sujet en fait, hein, et on est vraiment sur le même sujet aussi de faire participer les autres. Et justement, le fait de ne pas travailler en parallèle sur le même sujet et d'envoyer les productions aux partenaires, enfin, c'est ce qu'on veut éviter en fait, mais qui est vraiment de la communication, de l'interaction entre les partenaires, euh, entre les élèves partenaires. On est vraiment dans le fondement vraiment d'un projet de bonne qualité, effectivement. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Je vois que Marilyn Lagneau est venue, donc on ne l'a pas présentée puisqu'elle n'a pas pu se connecter au tout début. Donc est une évaluatrice aussi
qui était volontaire pour éventuellement participer à répondre aux questions. Donc Marilyn, n'hésite pas si tu souhaites intervenir. Oui, il y a donc une autre question dans le chat autour des visioconférences. Est-ce que les visioconférences via la plateforme pour des échanges entre élèves sont considérées comme des activités collaboratives? Alors, une visioconférence, c'est une visioconférence de classe où on va effectivement de classe à classe avoir une communication entre les classes, ça, c'est le minimum. Mais effectivement, c'est, pardon, excusez-moi, c'est donc un dispositif qui permet vraiment de mettre en relation. Et c'est un outil qui est un peu compliqué à utiliser en classe, hein, on le sait, il peut y avoir des problèmes techniques, donc c'est un outil de communication en direct. Et on considère effectivement dans ce cas-là que les élèves ou les partenaires sont vraiment dans une construction commune, dans un travail commun quand ils sont en visioconférence, puisqu'ils se rencontrent, j'allais dire presque en vrai, pas tout à fait, en tout cas par écran interposé. Et donc, c'est un élément, effectivement, qui est plutôt très intéressant au niveau de ce critère-là dont on parle depuis tout à l'heure, qui est la communication, l'interaction et la collaboration. La visioconférence est en particulier très conseillée pour les niveaux maternels, parce qu'effectivement, les élèves de maternelle, eux, ne vont pas pouvoir être assez autonomes pour utiliser le TwinSpace, c'est toujours un petit peu magique de voir ses partenaires et puis d'essayer de voir qu'ils ne parlent pas la même langue, etc. Donc c'est toujours très intéressant à ce niveau-là, mais de toute façon, c'est un outil qui est vraiment intéressant à utiliser. Effectivement, si les conditions techniques le permettent, il faut aussi avoir dans son établissement le débit nécessaire. Donc, il ne faut pas oublier de faire des tests, mais en tout cas, c'est un très bon outil pour ce critère, tout à fait. Ouais, une autre question qui est peut-être un peu particulière, puisque ça dépend évidemment beaucoup des projets en eux-mêmes et des partenaires avec qui on travaille. Mais c'était, des fois, mon partenaire publie des travaux à moi, et bien sûr, il s'affiche avec son nom du partenaire. Est-ce que mon travail sera évalué, même s'il n'est pas publié avec le nom de mon partenaire? Même s'il est publié, pardon, avec le nom de mon partenaire? Alors, nous, on voit plus, en fait, puisque le TwinSpace, avant, le permettait, on voit plus qui publie de toute façon les travaux. Donc, de toute façon, c'est votre travail, ça doit enfin, on voit bien, normalement, on doit quand même voir, le TwinSpace doit pouvoir expliciter comment vous avez travaillé avec vos partenaires. Et effectivement, pour une vraie collaboration, on, ce sont des productions qui sont communes avec vos élèves, avec les élèves partenaires. Donc, ce sont des productions communes. Donc, là, enfin, si c'est votre partenaire ou vous qui les publiez, ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Ça peut être une répartition des tâches entre enseignants. On peut dire effectivement, il y a une répartition des tâches et c'est tel enseignant qui met plutôt en forme le TwinSpace. Dans ce cas-là, ça doit apparaître aussi. C'est une très bonne pratique. Ça doit apparaître quelque part dans le TwinSpace, comme quoi il y a une répartition des tâches entre enseignants. Mais non, ce n'est pas euh, rédhibitoire, c'est pas, là vous avez effectivement, c'est une façon de travailler effectivement. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Sylvain, je suis évaluatrice de projet eTwinning depuis 2013. Et donc, dans le chat, j'ai vu une question à laquelle il n'a pas été répondu. Est-ce que un projet qui n'a pas obtenu le label de qualité peut être représenté une fois que des améliorations y ont été apportées? Je n'ai pas la réponse.
Oui, je vais pouvoir y répondre. Effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Alors, ça dépend en fait quelle est la raison de cette représentation au label de qualité. Si on a refusé le label de qualité parce que il n'y avait, par exemple, un projet Erasmus+ où il n'y a pas de, comment dire, d'activité à distance, si c'est demandé, il faut bien qu'il y ait une justification, mais voilà, on a fait telle ou telle chose à distance, enfin, il faut qu'il y ait eu quelque chose qui se soit passé. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, si effectivement c'est juste un défaut de présentation des activités qui ont été faites dans le TwinSpace, par exemple un label de qualité où il n'y a aucune page de présenter, pour nous, il faut au moins avoir un TwinSpace avec des pages. Alors oui, dans ce cas-là, vous pouvez demander à une réévaluation de votre projet. Le motif de se dire oui, je n'ai pas eu de label de qualité, mais un des partenaires de mes partenaires a eu un label de qualité, ce n'est pas un motif qui est recevable pour nous, Bureau national, et pour les autres bureaux nationaux non plus. Il faut qu'il y ait une réelle justification de pourquoi vous redemandez un label de qualité. Qu'est-ce qui vous fait redemander et qu'est-ce qui a été apporté comme amélioration justement par rapport à la première demande et qui ferait que la demande se justifie. Donc quand elle se justifie, effectivement, il y a quelques projets qui peuvent, où on peut accepter de dire oui, d'accord, on regarde à nouveau et on peut attribuer un label de qualité, c'est déjà arrivé. Après, il y a d'autres demandes, parce que les demandes se font effectivement, où ben, on reste un peu sur notre position en quelque sorte, euh, pour vous, et on n'attribue pas le label, donc les possibilités euh, sont diverses. En tout cas, il faut vraiment justifier le fait de redemander un label de qualité. Il faut qu'on puisse le justifier. Il faut savoir, donc là j'anticipe carrément sur la troisième partie, qu'on reçoit près de 600 demandes de label de qualité dans l'année. En 2019, année civile, on a reçu 587 demandes de projets à évaluer. Il faut savoir qu'on évalue un projet, on met à peu près 2 heures pour évaluer le projet, pour rédiger un commentaire. Les évaluateurs sont mis en binôme, c'est-à-dire que le projet est évalué par deux évaluateurs. Les évaluateurs, en tout cas, se mettent d'accord sur la notation et sur le commentaire qui vous est attribué. Donc voilà, donc ça c'est plus le processus d'évaluation que je suis en train de décrire. Et effectivement, quand il y a une demande qui peut se justifier, dans ce cas-là, il arrive que je demande à un troisième évaluateur de regarder, de confirmer ou d'infirmer, enfin voilà, de confirmer le refus de label ou de donner un label, enfin de donner un petit peu son avis. Donc ça peut arriver malgré tout. Alors, donne une précision que là qui me vient à l'esprit, c'est qu'on peut demander un label de qualité à partir du moment où le projet est terminé. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de l'année scolaire, par exemple, pour demander un label de qualité. Ça peut se demander n'importe quand dans l'année. Il y a peut-être une dernière question avant qu'on passe à la troisième partie de la présentation. C'est lié à l'harmonisation des décisions et notamment donc à la grille de sélection, à la grille de suivi à la grille de notation des projets pour les labels de qualité. Donc certes, Sylvain pourra préciser, mais il y a bien une grille européenne d'évaluation des labels de qualité. Mais évidemment, c'est néanmoins ouvert à l'interprétation, puisqu'encore une fois, ce sont des humains derrière qui étudient les demandes de labels de qualité. Oui, alors ça fait justement une bonne transition pour aller un petit peu au-delà et répondre encore aux questions qui sont là demandées. Justement, vous allez certainement trouver aussi des réponses dans les différents critères de la grille d'évaluation et je vous fais voir un petit peu. Donc la grille d'évaluation, elle est
public sur le site eTwinning.fr. Il y a le lien quelque part dans le diaporama de toute façon. Voilà le premier critère, innovation et créativité pédagogique. Là, j'ai mis deux sous-critères pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la grille et vous expliquer à quel moment le label de qualité est accordé ou non. Vous avez effectivement la grille d'évaluation qui est objectif du projet, pratique d'enseignement d'apprentissage. Ça, ce sont les deux sous-critères qui correspondent à l'innovation et créativité pédagogique. Le commentaire qu'on a mis en dessous, c'est un commentaire que nous avons fait, qui n'est pas forcément européen, mais pour préciser un peu ce que ça veut dire objectif du projet. Dans quelle mesure les objectifs du projet sont-ils clairement explicités, se retrouvent-ils dans les activités proposées, ainsi que les résultats de ces activités. Donc on vous donne vraiment, dans la grille qui a été publiée, les indications de ce qui est évalué. L'évaluation de chaque sous-critère est faite entre 0 et 5. Mais en fait, dans chaque grand critère, donc dans le 1, il y a un A et un B. Quelquefois, il y a effectivement plus que deux critères, mais on fait la moyenne de ces sous-critères, pour donner une note simplement sur 5. Et la moyenne est arrondie au demi-point supérieur. Ça, c'est pour le fonctionnement de la grille d'évaluation. Si je reprends un peu critère par critère, je vais donner quelques indications. Je ne vais pas y passer trop de temps parce que je vois effectivement que l'heure tourne assez vite. Vous avez effectivement l'objectif de projet, donc, si je peux donner quelques conseils pour, sur ce critère-là, faire en sorte effectivement d'obtenir un bon résultat, on va dire, c'est de faire apparaître des objectifs qui sont clairs, qui sont pertinents, atteignables, délimités dans le temps, mesurables par un processus d'évaluation. Ça, c'est vraiment le top du top, on va dire. C'est là où, attention à tout ce que je vais dire à partir de là, il ne s'agit pas de faire de façon excellente tout ce qui est dit là dans cette visioconférence. On est bien sur quelque chose, une formation qui est, on va dire, pas du premier niveau, mais déjà un petit peu avancée. Donc justement, Marilyn, je lui ai demandé de mettre des liens vers des exemples de projets. Donc là, on ne va pas pouvoir, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez pour aller voir un petit peu les Twin Space. Mais là, dans le cadre de cette visioconférence, je ne vais pas partager mon écran, ce qui demanderait trop de temps pour revenir à chaque fois entre un partage d'écran pour montrer l'exemple et revenir à la représentation. Donc voilà ce qu'on peut attendre d'un objectif au niveau du projet. Et l'innovation pédagogique, elle se comprend dans la mesure où les activités sont variées, où les élèves sont autonomes et prennent des décisions. S'ils sont acteurs de leur travail, on est dans une innovation pédagogique. Une innovation pédagogique, c'est en fait par rapport à l'enseignement, on a, nous, un slogan en quelque sorte, enfin, notre logo, c'est enseigner autrement avec eTwinning. Et bien c'est exactement ça, c'est enseigner autrement. Enseigner autrement, c'est-à-dire enseigner pas sous forme de leçons. On ne donne pas des tâches à des élèves qui les exécutent, mais les élèves peuvent avoir une prise de décision. Et là, on est effectivement donc dans le travail en projet. Les élèves typiquement sont mis en petits groupes et travaillent sur des productions. Ils produisent des choses. Ils peuvent produire des documents écrits, ils peuvent produire des documents numériques. Ils peuvent produire des choses qui ne sont pas numériques aussi. Hein. On peut aussi faire des maquettes, on peut faire d'autres choses, hein, évidemment. Mais si on veut effectivement bien être dans l'innovation pédagogique, on a tous ces critères-là, en particulier les critères d'autonomie des élèves, qui est vraiment important dans une pédagogie de projet. Alors, quand les élèves prennent des décisions, c'est effectivement encore mieux. On peut leur faire choisir un certain nombre de choses dans certaines activités.
Intégration au projet dans les programmes scolaires. On est dans un projet e-twinning, non pas sur quelque chose que l'on fait en plus de son enseignement, mais quelque chose qu'on fait à l'intérieur de son enseignement. On est sur enseigner autrement. À l'intérieur de son enseignement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de sa discipline, vous allez vous-même utiliser le projet e-twinning pour valider un certain nombre de choses. Donc ça doit faire partie aussi de votre progression scolaire. Donc l'intégration du projet dans une ou plusieurs disciplines, donc dans quelle mesure les travaux des élèves sont-ils liés au contenu, aux objectifs pédagogiques ou aux disciplines concernées. Donc est-ce que l'on est bien effectivement dans une intégration de vos programmes scolaires en quelque sorte. Donc un conseil est donné. Donc si ça a été en plus conçu dans le cadre d'un projet d'établissement, voilà, donc ça vous pouvez effectivement l'indiquer, c'est toujours un plus. Mais on est aussi sur l'expliciter en fait que les activités. Alors bien sûr, si ce n'est pas si c'est explicité à l'intérieur du formulaire de candidature, on va en tenir compte. Si c'est explicité directement sur le TwinSpace, ben, vous aurez un bonus, on va dire ça comme ça. Et effectivement, si on voit vraiment que ça correspond, alors même sans rien dire, on peut voir si c'est lié aux activités, aux disciplines, bien sûr. Ça, ce critère-là, on peut le voir. Mais si c'est explicité, c'est encore mieux. Ensuite, on est sur le deuxième sous-critère, approche pluridisciplinaire. Là, tous les pays européens n'étaient pas forcément complètement sur la même idée et il a été, on a la possibilité en fait, si le côté pluridisciplinaire pour un projet ne se justifie pas vraiment, de dire ben, ce critère-là, je ne vais pas le compter. Donc il ne sera pas noté entre 0 et 5, il sera tout simplement pas existant. Malgré tout, on est toujours quand même dans l'encouragement de faire en sorte que dans l'établissement, on ait des projets qui soient pluridisciplinaires. Alors je ne parle pas bien sûr des projets du premier degré qui le sont assez automatiquement, mais du second degré où on a différents enseignants qui peuvent être impliqués dans le projet. Et un enseignant qui est spécialiste dans une discipline peut tout à fait intervenir dans telle ou telle activité et pas forcément dans tout le projet. Et c'est toujours un plus pour le projet lui-même, le fait d'avoir un enseignant. Alors très classiquement, hein, il y a un enseignant de langue s'il y a une langue étrangère. C'est pas obligé que vous travaillez la langue dans un projet. Le projet peut se faire en français bien sûr, mais s'il est fait dans une langue étrangère, il peut y avoir un enseignant de langue, et puis en fonction du sujet, si c'est un sujet scientifique sur les mathématiques, ou sur la biologie, ou sur des sujets un peu transverses comme le développement durable, vous allez peut-être solliciter d'autres enseignants, et ce ne sera pas l'enseignant de langue qui va porter le projet seul. Donc voilà, donc c'est ça l'approche un petit peu pluridisciplinaire. Alors, troisième sous-critère, compétences clés et compétences disciplinaires, c'est là effectivement, mais on en a parlé aussi dans les pages, ça devrait apparaître. Dans quelle mesure y a-t-il une relation claire et explicite entre les compétences clés disciplinaires et les contenus et les objectifs des activités? Donc c'est ça qu'on mesure dans les compétences clés et les compétences disciplinaires qui devrait être indiqué en fait vraiment. Enfin, c'est un conseil hein, que l'on donne. Ça ne veut pas dire que si vous les indiquez pas, vous n'aurez pas de label de qualité. Mais le but pour un label de qualité, c'est d'avoir un maximum de points par rapport à la grille de label de qualité. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Pour avoir un label de qualité, il faut avoir au moins la moyenne, c'est-à-dire en fait, il y a 5 grands critères. Donc le projet est noté sur 25. Donc il faut avoir au moins 13 pour avoir un label de qualité. Alors, on verra qu'il y a malgré tout quelques critères qui sont un peu discriminants. On va en reparler après.
Alors à chaque fois, vous avez des liens qui permettent d'avoir quelques exemples. Troisième grand critère, la collaboration. Et donc là, on en a déjà beaucoup parlé à travers de vos questions, mais vous avez raison, c'est vraiment une question centrale. C'est vraiment une question centrale de bon fonctionnement d'un projet, c'est la collaboration entre les établissements partenaires. Mais comme je vous disais, c'est communication, interaction, collaboration, et ça nécessiterait à lui-même d'une formation spécifique sur ce point-là, et je pense qu'elle sera mise en place. Donc, démarche de collaboration entre les enseignants, donc on en a parlé là, au travers de vos questions. Et là, le premier indicatif, c'est est-ce que les enseignants partenaires ont fait une planification détaillée des activités. Donc, est-ce qu'il y a une planification qui est indiquée des activités du projet sur le TwinSpace? Et comme je vous disais, on a quelquefois des choses un peu supplémentaires. On peut voir par exemple des traces de visioconférences qui ont eu lieu entre les enseignants ou des Google Docs qui sont partagés pour monter justement les différentes activités où chacun a utilisé une couleur différente pour pouvoir euh, construire, co-construire des activités qui seront données par la suite aux élèves. Et j'ai également parlé d'une répartition de tâches entre les enseignants au travers de vos questions. Donc vous avez devancé un petit peu ce qui devait être dit à ce niveau-là. Ici, on est sur le deuxième sous-critère avec la démarche de collaboration entre élèves partenaires. Et c'est bien dans les prérequis, il faut qu'il y ait un minimum de collaboration entre les élèves partenaires. Donc là, j'insiste dessus, tout simplement parce que vous voyez que le 0 et le 1 sont mis en rouge dans la grille. Ils sont mis en rouge parce que si vous obtenez 0 ou 1 dans cette grille-là, quels que soient les autres résultats, comme c'est un prérequis, de toute façon, on ne vous donnera pas de label de qualité. Donc typiquement, si vous travaillez entre enseignants, vous êtes bien mis d'accord pour travailler sur un même sujet et que chaque élève, chaque classe fait des productions, donc il est bien en projet, il fait des productions, mais chacun de son côté en parallèle, et qu'il ne fait que simplement envoyer les productions aux partenaires, on a toutes les chances que les partenaires, s'ils n'ont pas à réutiliser les productions, ne regardent même pas les productions qui sont envoyées, ça ne les intéressera pas parce qu'ils n'y ont pas participé tout simplement. Et donc on n'est pas dans la vraiment collaboration entre les élèves partenaires, on est vraiment sur un travail parallèle et c'est exactement cela que l'on veut éviter dans eTuning parce que sinon le projet peut se suffire en lui-même tout simplement dans sa classe et on n'a plus besoin de partenaires européens si on fait ce type de travail. Et enfin, et là encore, le 3C, ça donne une prime à la collaboration entre les élèves, puisqu'il est question de production de documents communs, donc c'est bien des documents qui sont produits par les élèves. Dans quelle mesure les travaux des uns sont nécessaires aux autres pour réaliser des productions communes, intermédiaires ou finales. Donc on est bien sur des productions communes, on est bien sur de la collaboration, donc c'est pour donner un poids supplémentaire, on va dire, à la collaboration entre les élèves. Vous voyez que les collaborations enseignants, c'est un tiers, et collaboration entre élèves, c'est les deux tiers. Et on vous donne voilà, c'est pas simplement un vocable. Des équipes mixtes, c'est quoi? Ce sont en fait, quand vous mettez vos élèves en petits groupes, et ben, vous avez un groupe qui est constitué d'élèves d'un pays et puis d'élèves également d'un autre pays et qui vont travailler ensemble sur les mêmes productions. Et pas forcément de classe à classe par exemple, mais vraiment des équipes mixtes avec quelques élèves d'un pays, quelques élèves d'autres pays. Et donc là, on voit beaucoup de TwinSpace effectivement où apparaissent les prénoms des élèves d'un pays et d'un autre et qui forment des groupes. Et ensuite, on voit le travail, et ça c'est vraiment ce que l'on veut voir, le travail qui est effectué dans les activités de production des différents groupes. Alors c'est peut-être un petit peu fastidieux, je continue sur l'ensemble des critères. Ici, vous avez l'utilisation des outils numériques. Effectivement, on est sur un projet d'échange à distance, donc on va utiliser forcément
des outils numériques. Alors, il n'y a pas que les outils numériques utilisés par les élèves pour faire des productions, mais il y a aussi la gestion du TwinSpace, de la plateforme. Et c'est là où on souhaite que la plateforme soit vraiment bien utilisée, c'est-à-dire avec des pages qui sont construites. Désolé pour toute cette insistance. Avec, alors effectivement, le côté, on a une entrée de documents où on peut se partager les documents, ça c'est aussi une chose, mais on a aussi des outils qui sont des forums de discussion. Quand vous voulez faire enfin, discuter les élèves, si vous me dites effectivement ils ont discuté, mais comment est-ce que vous avez contrôlé les propos des élèves qui sont envoyés aux autres élèves? Si vous me dites qu'ils ont discuté par exemple par la messagerie interne du TwinSpace, ils peuvent tout à fait le faire, c'est leur liberté. Mais en revanche, pour le travail sur le projet, c'est un travail où vous devez pouvoir contrôler en fait les interactions. Donc on va l'utiliser par exemple un forum ou le chat. Enfin, voilà, donc après, on a une bonne gestion aussi du TwinSpace ou ou d'une autre plateforme éventuellement. Donc, dans l'explicitation du TwinSpace, puisque je suis un peu parti là-dessus, on a aussi l'organisation du TwinSpace permet-elle que les visiteurs puissent suivre clairement l'organisation pédagogique du projet et son déroulement. Alors le choix des usages numériques, là je remonte au 4A. Dans quelle mesure les élèves ont-ils utilisé des outils numériques adaptés à leur âge, bien sûr. Alors là, c'est vraiment ça dépend effectivement de l'âge des élèves et on en tient compte lors des évaluations. On ne peut pas tout à fait faire la même chose si on est en élémentaire et si on est en lycée. On va pas utiliser forcément les mêmes choses. Voilà, donc on a effectivement cette idée aussi qui rejoint le premier critère de se dire que les élèves ont été autonomes pour faire une production. Alors, en fonction de l'âge des élèves, ils peuvent même avoir choisi eux-mêmes les outils numériques pour faire cette production. Comme je vous disais, ça dépend de l'âge des élèves, bien sûr. Et puis on tient en compte, hein, pensez-y, au niveau enfin, de ce que vous nous retournez, savoir, de toute façon ça se voit dans les productions, si ce sont des élèves qui sont en difficulté scolaire, qui effectivement ont un peu de difficulté par exemple dans la langue, ça n'est pas du tout ni favorisant ni rédhibitoire pour le label de qualité, ni défavorisant, on va dire. On en tient compte, on le voit de toute façon, c'est pas forcément des élèves qui sont très bons dans une discipline. Donc au contraire, on a énormément de projets qui sont menés avec plutôt des élèves en difficulté. C'est d'ailleurs les premiers étuneurs étaient plutôt voilà donc pour essayer de motiver ces élèves qui sont souvent un petit peu démotivés par l'enseignement classique. L'utilisation des outils numériques passe aussi par, et ça c'est un nouveau sous-critère, un nouveau critère euh, qui n'était pas vraiment présent dans l'ancienne grille, sur Internet responsable et les droits d'auteur. Donc là, j'ai détaillé un tout petit peu. Il faut effectivement vérifier qu'il n'y ait pas de données nominatives publiques. Alors ça, c'est vraiment important. Voilà, donc les élèves effectivement s'inscrivent avec un nom et un prénom à l'intérieur du TwinSpace, mais ça reste à l'intérieur d'une plateforme avec les partenaires et c'est sécurisé. Mais dès qu'on rend une page publique, on peut tout à fait mettre un prénom, mais les noms et les prénoms, enfin le nom et le prénom surtout pas, en tout cas. Pas d'utilisation de canaux personnels des élèves dans le cadre du projet. Comment vous allez vérifier effectivement les échanges entre élèves s'ils utilisent leur... c'est quelquefois quelque chose qu'on me dit. Oui, mais les élèves ont communiqué par leur réseau personnel, par leur Twitter, par leur Facebook, etc. Alors ça, c'est une preuve de réussite du projet. Ils ont communiqué par leur réseau personnel, ils se sont échangés effectivement ces canaux personnels et ils l'utilisent, mais en dehors du projet, de façon tout à fait euh, qui n'est pas formelle ou formalisée à l'intérieur du projet. Mais vous, quand vous leur demandez au niveau de faire des activités,
si vous voulez contrôler un petit peu ce qui se dit, il faut utiliser des outils dans lesquels vous pouvez avoir un contrôle tout simplement. Bien sûr, là, on est aussi sur donc Internet responsable, on est à tout ce qui est comportement un peu inapproprié. Il peut y en avoir à l'intérieur d'un Twin, ça peut arriver, hein, on sait très bien. Donc, ça doit forcément être corrigé à un moment ou à un autre. Euh, c'est aussi de toute façon un respect par rapport aux partenaires et ça fait partie maintenant en tout cas intégrante des critères. En tout cas, c'est explicité, même si on en tenait compte de toute façon auparavant. Voilà comme petite chose en plus, l'évitement des publicités et un autre critère qui est qui sont les droits d'auteur. Effectivement, on a des images, par exemple, qui sont libres de droit. Donc autant utiliser ces images qui sont libres de droit, de donner un lien, par exemple, des images ou des musiques libres de droit, pour que les élèves puissent effectivement les utiliser. Donc les droits d'auteur sont importants, et dans ce cadre-là, ce qui est important aussi, c'est quand on fait un projet e-twinning, c'est qu'on demande une autorisation parentale. On demande une autorisation parentale parce qu'effectivement, le droit nous impose, même à l'intérieur d'une plateforme sécurisée, de demander ces droits. Le droit le plus connu est le droit à l'image. Effectivement, l'image est protégée, mais également la voix qui est protégée. Donc quand vous faites des enregistrements sonores, la voix est protégée, l'autorisation parentale doit le couvrir. Donc, dans ces autorisations parentales, si on n'a pas les autorisations parentales, c'est vrai que c'est compliqué de faire un projet. Juste une petite chose, parce que c'est quelque chose qui m'a déjà été demandé. Je veux faire une visioconférence, mais je n'ai pas des droits. Il n'y a aucun problème pour faire une visioconférence sans avoir les droits avec d'images et de sons avec les élèves, si cette visioconférence n'est pas enregistrée. Mais dès qu'elle est enregistrée, les droits s'appliquent. Donc ça, c'est quelque chose effectivement à prendre en compte. Résultats et impact du projet. Donc là, on est dans le dernier grand critère. J'ai listé déjà les 3 sous-critères. Réalisation des objectifs est définie. Vous avez en fait au départ fait une planification de projet. Vous avez donné des objectifs. Est-ce que ces objectifs ont été atteints ou pas? Évaluation du projet. Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement c'est vraiment un outil de travail pour les élèves. C'est-à-dire qu'en fait vous faites un certain nombre de choses, vous travaillez un certain nombre de compétences et ça peut être vraiment très intéressant d'évaluer ces compétences à l'intérieur du projet effectivement et que ces évaluations puissent être visibles. Après, il y a l'autre type d'évaluation qu'on voit en fait beaucoup plus souvent, c'est tout simplement à la fin du projet, avec souvent sous forme de questionnaire d'ailleurs. Évaluation côté enseignant, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait la prochaine fois dans un autre projet, etc. Et puis il y a une évaluation au niveau des élèves, effectivement, quelle est l'activité que vous avez préférée, etc. Donc ça c'est un autre type d'évaluation. Et comme je vous disais, ben, l'évaluation finale au label de qualité, ça peut aller dans ce prolongement-là, effectivement. Et ensuite, la dissémination n'était pas non plus clairement présente dans l'ancienne grille, même si beaucoup mettaient une rubrique dissémination dans ces projets, effectivement. Ça c'est vraiment demandé dans les projets d'échange scolaire Erasmus+, mais au niveau du tuning, ça s'est de toute façon presque imposé parce que beaucoup le font. Et donc là, ça a été mis en tout cas formellement sur cette grille. Alors pour moi, la première dissémination, c'est tout simplement de faire en sorte que les pages soient publiques. Alors si vous voulez connaître mieux sur la dissémination, vous avez aussi sur la chaîne YouTube eTuning France
On fait donc différentes formations en ligne. Une formation en ligne avait été faite sur ce sujet et un DAREC était intervenu sur, la dissémination des projets e-tuning. Alors, on va refaire une petite séance de questions-réponses qu'il faudra être assez bref. Je voudrais ensuite terminer la présentation et éventuellement, comme on va déborder certainement un tout petit peu, on arrêtera l'enregistrement et on continuera sur les questions-réponses en dehors de l'enregistrement. Oui, alors plusieurs questions, certaines très simples, d'autres un peu plus complexes, un peu plus longues. La première question, faut-il mettre sur le TwinSpace les autorisations demandées aux parents pour la publication des images des élèves? La nouvelle grille est très récente, c'est-à-dire qu'elle a été mise en place à partir des enseignants qui ont demandé un label de qualité à partir de novembre, en fait, de novembre 2019. Maintenant, ce que je conseille quand j'envoie un message de, comme quoi on a bien reçu effectivement la demande de label de qualité, je demande est-ce que le projet est bien terminé, parce que ça c'est vraiment une question un peu fondamentale, mais je demande aussi de mettre sur le TwinSpace un modèle d'autorisation parentale vide, hein, bien sûr, il ne s'agit pas de mettre un modèle avec un élève, hein, avec une autorisation qui a été utilisée, mais quel modèle vous avez utilisé et de le mettre sur le TwinSpace. Donc c'est un conseil que l'on peut donner effectivement qui est tout à fait, enfin, ça permet effectivement d'ancrer ces pratiques-là et ça me semble vraiment très très intéressant de le mettre sur le TwinSpace. Là encore, hein, on est bien sur le fait que c'est pas parce que vous ne le mettez pas que vous n'aurez pas de label de qualité, c'est juste un critère et vous aurez effectivement au niveau de ce critère plus, enfin voilà, ça donne en fait des bonnes indications au niveau d'un critère particulier. Il y avait une autre question, enfin deux questions qui ont été posées dans le chat, mais à propos du même sujet. Comment distingue-t-on la collaboration par rapport au travail en parallèle? Et je pense que de toute façon, vous aurez la présentation à la suite de l'enregistrement, mais voilà, pouvez-vous donner un exemple plus clair de collaboration entre élèves? S'ils font chacun des productions, cela n'est pas suffisant. Est-il une bonne chose, par exemple, de créer un Twinboard et d'y poster les travaux en preuve de collaboration? Alors, dans la question, il y a aussi la question de l'outil. Alors, j'ai quand même malgré tout répondu un petit peu tout à l'heure, mais là, il y a un élément nouveau qui est celui de l'outil qui est utilisé. La plateforme eTuning, on pourrait dire, la plateforme eTuning est une plateforme collaborative pour des échanges à distance. En fait, un outil collaboratif n'a pas de sens. Un outil n'est collaboratif que s'il est utilisé de façon, et c'est pour ça aussi tout à l'heure qu'au niveau de la visioconférence, voilà, ça demande un peu d'approfondissement. Un outil n'est pas par essence collaboratif, mais il peut favoriser la collaboration. Alors, je vous donne en fait une définition de la collaboration, c'est que quand une production est faite par des élèves partenaires, elle est envoyée donc au partenaire et donc le partenaire n'en fait rien. Donc là, on est sur du travail parallèle. Mais si le partenaire réutilise la production qui a été faite par les partenaires, dans ce cas-là, effectivement, on est dans une forme de collaboration. J'ai donné l'exemple tout à l'heure d'un livre collaboratif où les élèves étaient mis en petits groupes avec une histoire collaborative, en petits groupes avec d'un côté un partenaire où il y a un début d'histoire, c'est envoyé au partenaire qui continue l'histoire, c'est renvoyé pour mettre un troisième chapitre, etc. Donc là, on est sur un travail qui est coopératif. Pourquoi? Parce que on a besoin des éléments qui sont envoyés par le partenaire pour continuer la production. Et donc, on est bien sur quelque chose, un travail commun finalement sur une production commune.
Donc là, on est bien sur du travail de collaboration entre les différents partenaires. Donc si on a besoin des envois des partenaires pour en faire quelque chose, pour continuer la production, eh bien là, on est vraiment sur du collaboratif. Après, comme je vous disais, ça nécessiterait vraiment de montrer plusieurs exemples et de faire presque, en fait, des activités à l'intérieur de la visioconférence un peu plus interactives, en vous demandant ça, pour vous, c'est collaboratif ou c'est pas collaboratif? Et puis de l'expliciter. Et puis de dire, voilà une activité. Elle n'est pas collaborative telle qu'elle est. Comment est-ce que vous la rendrez collaborative? Mais c'est vraiment un travail de fond, je veux dire, et je comprends bien que quand je vous réponds, là, je vous donne un simple exemple, c'est certainement pas suffisant en fait pour traiter cette question. Une autre question qui avait été posée dans le chat, c'est est-ce que les élèves peuvent mettre eux-mêmes leurs documents sur le TwinSpace? Une question plutôt technique. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Les élèves peuvent mettre des productions dans les documents. Effectivement, on peut aussi même donner des rôles pour les élèves. Certains élèves peuvent être mis administrateurs, par exemple, et peuvent intervenir sur certaines pages du TwinSpace. En fait, on a tout un paramétrage que l'on peut faire dans le TwinSpace. Sur une page, on peut dire, voilà, bah, les élèves administrateurs peuvent tout à fait modifier la page et puis mettre une page. Donc, oui, il y a des possibilités de toute façon, effectivement, pour que les élèves. Alors, on voit leur production, évidemment, mais même avec plus loin dans la construction de TwinSpace, c'est tout à fait possible. Une autre question, du coup, que doit-on faire des autorisations? J'ai répondu peut-être un peu rapidement dans le chat. Est-ce que les autorisations pour l'enregistrement son et vidéo des élèves notamment doivent être mises dans le TwinSpace? Est-ce qu'elles sont utilisées pour l'évaluation des projets? Donc, si je comprends bien, l'autorisation parentale, si on la trouve dans le TwinSpace, est-ce que ça va être un élément favorisateur? Donc là, je vous réponds clairement oui. Ça fait partie, tout simplement, si on reprend un peu les critères, si je reviens un tout petit peu en arrière sur les critères, donc c'était plus au niveau des outils numériques. Voilà, donc sur ce critère-là, en fait, et j'ai oublié de vous dire également que ce critère, qui est nouveau, est aussi, vous voyez que le 0 et le 1 en rouge, ça veut dire que si vous avez 0 ou 1, s'il y a un manquement grave que l'on constate au niveau des droits d'auteur ou au niveau voilà, de propos inappropriés, par exemple dans le TwinSpace, ce qu'on trouve, je vous le dis quand même malgré tout, extrêmement rarement quand on a un projet évalué un label de qualité, eh bien on peut tout à fait mettre une note entre 0, 0 ou 1 qui effectivement sera rédhibitoire pour le label de qualité. Maintenant, si vous mettez effectivement le modèle vierge de l'autorisation parentale, tel que c'est indiqué en bas de cette diapositive, c'est un plus. Si c'est pas présent, ça n'empêche pas que vous n'aurez pas enfin, vous pourrez avoir un label de qualité. Mais c'est toujours un plus d'être vraiment certain que vous avez utilisé une autorisation parentale. Et donc, ça peut être compté dans la notation de ce critère, de ce sous-critère 4C. Plusieurs questions aussi autour des autorisations parentales. Doit-on les conserver après fermeture du projet? Sur quelle durée? Est-ce qu'elles courent? Alors, je crois que ça a été revu très récemment. Je ne sais pas si elles sont déjà en ligne d'ailleurs, mais ça a été revu donc avec notre département qui s'occupe du juridique pour justement y indiquer une durée liée à la durée du projet, de manière à ce que les éléments dans le TwinSpace puissent être valorisés au-delà de la fin du projet. Je laisse Sylvain compléter là-dessus. Donc effectivement, je confirme qu'on est en train de travailler sur une nouvelle demande d'autorisation parentale. Et donc, effectivement, on a une autorisation parentale qui sera certainement mise prochainement sur le site tuning.fr, qui précise vraiment les choses. C'est en fait le fait que on doit demander des autorisations parentales pour le projet, ça faut le savoir.
c'est pas parce que vous avez demandé une autorisation parentale, par exemple générale en début d'année, pour tous les projets, ça ne fonctionne pas comme ça. On doit demander une autorisation parentale pour le projet et on peut tout à fait, enfin, dans ce modèle, il y a la durée, effectivement, qui est évoquée, la durée du projet, pour l'autorisation, en fait, euh, du fait qu'on prenne des photos pendant cette durée-là, qu'on capte la voix pendant cette durée-là, et après, effectivement, les productions, en revanche, peuvent rester sur le TwinFest. C'est pas parce que vous avez terminé votre année scolaire que vous allez supprimer tout ce qu'il y a dans le TwinFest. Donc voilà, on a un modèle d'autorisation parentale, en tout cas, qui a été vérifié juridiquement et qu'on mettra prochainement en ligne. Je vois que l'heure a tourné très très vite. Je voudrais juste terminer. J'en ai vraiment pas pour longtemps, et après on pourra continuer malgré tout avec les questions. Mais je voudrais terminer ma présentation, et j'avais vu tout à l'heure une petite question un petit peu plus sur les statistiques. Juste mon processus d'évaluation, il n'y a que quelques diapositives, donc ça va aller assez vite. Quand on demande un label de qualité, en fait, donc vous faites la demande, je vous envoie un mail pour confirmer qu'on a bien reçu cette demande, et les évaluateurs sont prévenus qu'il y a un nouveau label de qualité le mois suivant, c'est-à-dire que tous les mois, on envoie aux évaluateurs les projets qui sont à évaluer. Les évaluateurs ont un mois pour faire en sorte d'évaluer le projet. Et le résultat donc arrive à la fin du mois ou au début du mois suivant en fait. Voilà, c'est la procédure qui est utilisée en France, hein, peut-être pas dans d'autres pays européens. En tout cas, nous on évalue les projets tout au long de l'année. Avec un petit cas particulier, je reviens sur la diapositive, effectivement, pas d'évaluation au mois d'août. Là, on donne une date limite pour proposer les projets. Effectivement, à la fin de l'année scolaire, c'est là où on a le plus grand nombre de projets. Il faut qu'on les ait avant une certaine date pour pouvoir les évaluer pendant l'été. Et on certifie en fait que tous ces projets compteront après pour le label de qualité européen, seront évalués à temps pour le label de qualité européen. Pour le moment, on arrive encore à s'en sortir, malgré le nombre de projets, sur le fait qu'il y ait des demandes qui soient un peu plus tardives et qui comptent encore au-delà de cette date limite. Mais le jour où on aura effectivement trop de projets, on s'engage en tout cas à tous ceux qui demandent avant la date limite. Jusqu'alors, les 2 années précédentes, en tout cas, c'était jusqu'au 7 juillet. Cette année, ce sera forcément avancé. Ce sera une date fin juin ou tout début juillet, la date limite. Qui évalue les projets? J'en ai parlé tout à l'heure, il y a environ 30 évaluateurs. Ce sont généralement des e-twiners, hein, des e-twiners actifs, des ambassadeurs qui sont volontaires, donc c'est vraiment bénévole d'évaluer des projets. Elle se fait en binôme pour qu'il y ait une double évaluation. Ce sont des e-tuners expérimentés, des ambassadeurs voilà, qui font ça, mais il y a aussi quelques correspondants académiques qui font partie de la commission d'évaluation des labels. Et vous voyez qu'au niveau du volume, je vous ai dit le chiffre précis tout à l'heure, c'était 587 en 2019, 587 demandes. Et j'avais vu sur le chat la question, est-ce que effectivement, enfin combien obtiennent le label et combien ne l'obtiennent pas? Donc on a à peu près voilà ce pourcentage en 2019 d'obtention 70-30, 30% qui ont été refusés pour différents motifs. Il y a 3 à 5% qui sont tout simplement parce que je ne voulais pas demander ce projet-là ou parce que le projet vient juste de débuter. Donc effectivement, il y a 3 à 5%, on va dire, de refus qui sont un petit peu comme ça. Mais il y a quand même voilà, un certain nombre de projets qui sont refusés. On est plutôt dans un taux on était plutôt dans les 75% d'obtention les années précédentes. Voilà, donc j'ai terminé voilà, ma présentation. Je vais prendre des questions encore, même si là vous voyez tous nos voeux, puisqu'on est encore au mois de janvier, donc tous nos voeux de meilleurs projets e-tuning, bien sûr, mais tous nos voeux plus généralement.
Donc je continue à répondre aux questions malgré tout. On va remettre également les adresses dans le chat, mais si vous avez des demandes ponctuelles, on a eu des questions qui étaient clairement hors sujet par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Il faut vraiment ne pas hésiter. Donc, si vos questions concernent les labels de qualité, Sylvain Perc et Marilyn Lagneau. Si vous avez des questions plus générales sur l'utilisation de la plateforme, sur le TwinSpace, sur voilà, tout un problème sur lequel vous tombez sur eTwinning, des demandes simplement de précision, etc. Il ne faut pas hésiter à écrire à assistance@etwinning.fr ou bien contact@etwinning.fr. Donc là voilà, toute l'équipe du Bureau national vous répondra relativement rapidement, puisqu'on est quand même 9 à être derrière l'adresse contact par exemple. Euh, N'hésitez pas, vous avez toujours du soutien de notre côté. Et n'oubliez pas également que vous disposez d'un correspondant académique et d'ambassadeurs, donc des enseignants spécialisés, qui sont autour de chez vous et vous pouvez les retrouver sur notre carte, dans la carte des contacts académiques que je viens de poster dans le chat. Peut-être pour conclure, mais j'ai vu encore une autre question, mais en tout cas pour conclure la vidéo, un élément un petit peu supplémentaire, enfin rien, le fait de demander un label de qualité n'engage à rien, que vous ayez un refus de label, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais je sais que quelquefois ça peut être démotivant, voilà, d'avoir fait la demande et de ne pas recevoir un label de qualité. En tout cas, il n'y a pas vraiment de conséquences à ce niveau. Et donc, n'hésitez pas à demander un label de qualité. De toute façon, ça permet d'avoir une vision externe d'e-tuners qui peuvent vous donner quelques petits conseils. Donc, c'est en tout cas un encouragement que je vous donne. J'ai vu d'autres questions, on va y répondre, mais pour terminer la vidéo, donc je vous souhaite à tous voilà, de beaux projets et à très bientôt pour évaluer vos futurs projets.